Et pour ce débrief, j'accueille sur notre plateau Antoine Léaumont, député de la France Insoumise de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Sabrina Agresti-Roubache, bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Et Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret. Bonjour. On commence par cette question des prix du carburant et de l'aide apportée au pouvoir d'achat des automobilistes à travers la baisse de taxes. Une baisse de taxes à hauteur de 30 centimes d'euros pour les mois de septembre et octobre, 10 centimes ensuite jusqu'à la fin de l'année. Le député LR Jean-Pierre Vigier a demandé au gouvernement de pérenniser cette baisse de taxes ou à minima de la prolonger si les prix du pétrole devaient rester élevés. Sabrina Agresti-Roubache, on a bien compris dans la réponse de Gabriel Attal que la ristourne pour tous sur les prix à la pompe, ce serait terminé au mois de janvier prochain. Mais on fait quoi si les prix du pétrole restent élevés? Écoutez, moi je pense qu'on saura faire le moment venu. On a quand même prouvé avec ce gouvernement, depuis quelques années maintenant, qu'on était capable de faire face. 50 centimes de baisse à la pompe jusqu'à la fin de l'année pour amortir l'inflation. C'est-à-dire 30 centimes de baisse de taxe, 30 centimes 20 centimes liés à Total. À Total, absolument. Pour ceux qui vont dans les stations Total. Moi je crois beaucoup au step by step. Je pense qu'il faut dire la vérité. En plus, c'est plutôt dans mon tempérament de dire les choses comme elles sont. Mentir aux Français, leur dire que tout va bien, que l'État pourra toujours tout absorber, faire, sans que personne fasse des efforts, j'y crois pas. J'y ai jamais cru et j'y crois pas plus maintenant. Donc non, moi je pense qu'on sera complètement capable en janvier, si jamais la situation s'aggrave, ce qui est possible. Hein. Enfin, moi je suis absolument pragmatique et réaliste. C'est possible, mais c'est aussi possible que les choses s'améliorent, parce que quand on regarde de toute manière le paquet pouvoir d'achat sur moi, on regarde quand même le rehaussement, la revalorisation du RSA, c'est 4%, les 100 euros pour les familles les plus fragiles, c'est 8 millions de foyers, plus 50 euros par enfant. Donc on a fait beaucoup de choses sont passées, hein, ça a été voté. Donc je pense on fait vraiment du step by step et la maîtrise. Pas à pas en français. Ouais, justement, pas à pas. Pas à pas en français. On sera capable en janvier, si la situation s'aggrave, de réajuster largement. Thomas Ménager, maîtriser la dépense publique, c'est un argument que vous entendez au Rassemblement national? C'est celui du gouvernement aujourd'hui? Très clairement, c'est pour ça qu'on a refusé un certain nombre d'amendements qui étaient proposés, parfois qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on peut se permettre au vu des finances publiques actuelles, parce que ce seront les générations suivantes qui vont devoir payer cette dette. Donc on en a conscience. Mais il y avait aussi des possibilités d'avoir des ressources supplémentaires. On avait la possibilité de taxer les super profits. Il y avait un certain nombre de membres de la majorité. En attendant, vous, c'est une baisse de taxes dans votre programme sur les carburants. Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on voit les Républicains qui ont un petit peu tripatouillé et magouillé avec la majorité pour obtenir cette baisse de 30 centimes, reprendre au final la position historique, celle que l'on défend depuis des mois, celle de Marine Le Pen, celle du Rassemblement national, qui est de baisser la TVA de 20 à 5,5 en considérant, et ça sera le cas au mois de novembre, au mois de janvier, que l'essence, c'est un produit de première nécessité, notamment en zone rurale. Je le vois dans le Loiret, moi je suis élu du Loiret, et donc aujourd'hui, nous on veut des mesures pérennes. Se dire qu'on va revoir dans 2 mois, c'est pas possible. Donc c'est quoi une mesure pérenne à vos yeux? C'est la baisse des taxes. Donc la baisse des taxes doit être pérenne, tout en maîtrisant les dépenses publiques? Bien entendu. À un moment, le serpent se mord la queue. Comme ça a été dit par M. Vigier, il y a des économies à faire sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale, sur le fait de taxer les super profits, les grands groupes pétroliers et gaziers qui s'en mettent aujourd'hui plein les poches, on le sait. Et j'ai envie de rappeler juste une chose, il faut arrêter avec cette baisse de 50 centimes, parce que chez Total, l'essence est souvent 20 centimes de plus cher que chez Leclerc, que chez Casino, que chez Géant, que chez Super U. Et les gens pauvres, aujourd'hui, les gens qui ont difficulté, les classes moyennes, ils ne vont pas chez Total et ils n'iront pas demain, puisque ça en sera dans tous les cas peut-être au même niveau et ça ne sera pas pérenne. Mais ils auront quand même la baisse de l'État. Comment? Ils auront quand même la baisse de 30 centimes. Les 30 centimes, oui, c'est pas 50. Antoine Léaumont, la NUP et la France Insoumise se positionnent comment dans ce débat? Vous êtes pour la ristourne pour tout le monde? En fait, le problème de cette ristourne, c'est que c'est un peu de la poudre aux yeux, puisque à la fin, ce sont les Français qui payent. C'est de l'argent public qui est utilisé avec cette ristourne. Nous avions proposé une autre solution qui est celle du blocage des prix. Le blocage des prix a l'avantage justement de faire payer la différence de l'effort, non pas à l'État, donc si on est soucieux de la dépense publique, voilà quelque chose qui serait efficace, mais aux entreprises et donc à ces grands groupes qui font des bénéfices monstrueux en ce moment. Je rappelle que Total a quand même fait 5 milliards de dollars de bénéfices rien qu'au premier trimestre, et encore, il faut y rajouter 4 milliards de dollars de bénéfices puisqu'ils ont fait des dépréciations d'actifs, donc on est à plutôt autour de 9 milliards de dollars de bénéfices, et donc ce sont des grands groupes qui peuvent faire un effort. Le gouvernement répond que ces bénéfices sont réalisés en dehors du territoire français, qu'on ne peut pas les taxer en France. Ça c'est le jeu comptable des grandes entreprises.
entreprises de toujours essayer d'aller faire leurs bénéfices à des endroits où, comme par hasard, l'impôt est moins élevé. Ça, c'est un grand jeu des entreprises du CAC 40. Après, il y a des règles de droit qui s'appliquent. Bien sûr, mais je ne nie pas le fait que les grandes entreprises ont des très bons avocats fiscalistes pour utiliser les bonnes règles de droit qui permettent d'éviter de payer l'impôt. Donc si on veut, on peut faire ce blocage des prix. Je rappelle qu'il existe sur l'île de la Réunion, qui est un département français. Donc vous, c'est blocage des prix, taxe sur les super profits, c'est la double peine pour les grandes entreprises. Moi, je suis pour la double peine pour les grandes entreprises plutôt que la double peine pour les salariés de notre pays. Donc, sur l'île de la Réunion, j'insiste sur cet élément-là parce qu'on nous a fait tout un truc sur il faut aider les petites stations-service parce que les petites stations-service, elles ont des coûts plus élevés, etc., etc. Mais la meilleure manière d'aider les petites stations-service, c'est précisément de mettre en place ce blocage des prix parce que si vous vous rendez sur l'île de la Réunion, vous verrez que au grand carrefour de l'île de la Réunion, comme à la petite station-service, vous avez un prix identique sur toute l'île qui fait que du coup, vous n'avez pas de jeu de concurrence entre les plus forts qui sont capables d'avoir plus que les autres. Donc cette mesure-là, je vois qui c'est Sabrina. Vous êtes d'accord? Non, je suis pas. Alors pourquoi vous faites oui de la tête? Non, je dis non, je dis oui parce que ce qu'il dit est vrai parce que j'ai une cousine qui vit à l'île de la Réunion, c'est pour ça elle vit à Saint-Denis. Donc elle m'expliquait exactement la même chose. On a eu ce débat avec ma cousine, c'est super intéressant. Ce que moi je pense, c'est que Total, on a besoin quand même des grands groupes. On a besoin de ceux qui produisent la richesse. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis une petite chef d'entreprise. Si on n'a pas ceux quand même qui produisent la richesse, on ne pourra pas aider les plus faibles d'entre nous. Et pareil, je reprends ce en quoi moi je crois. Je suis pas toujours d'accord de toute façon, et je l'ai dit, les groupes qui ont perdu n'ont pas tort sur tout. Et c'est vraiment ce que je pense. Ils n'ont pas tort sur tout. En revanche, sur la taxe des super profits, puisque CMA, CGM est chez nous, à Marseille. C'est l'armateur qui fait partie des groupes à qui il est demandé un effort. Ils font pas leurs bénéfices. Non, mais ils font pas leurs bénéfices. Si vous connaissez un petit peu le droit au niveau du transport maritime, moi je me suis fait expliquer. Les taxer là tout de suite. Et vous avez raison, ils font des super profits. Mais on a besoin d'eux quand même parce que à un moment donné, le jour où il faudra vraiment aller leur taper à la porte, on pourra aller le faire. Et mon collègue Sacha Houlier. On a eu cette discussion en commission des lois, on en a parlé. Lui a défendu une taxe sur les super profits. J'étais plutôt d'accord, moi, avec Sacha. L'État n'est pas une structure comme, si vous voulez, une famille. L'État a une différence avec les familles, c'est qu'il a la possibilité de déterminer le montant de ses recettes. Et justement, ça se décide chez nous à l'Assemblée nationale. Donc l'État aurait parfaitement pu décider d'imposer davantage les grandes entreprises parce qu'il y a un moment particulier dans lequel on demande aux Français de faire des efforts. Ils sont dans une situation difficile du fait de l'inflation et qu'on ne peut pas dire aux mêmes de galérer à la fin du mois et à certains de s'enrichir sans limite, sans que l'État ne mette son nez là-dedans. Alors Bruno Le Maire, lui, sa réponse c'était on demande un effort, on fera les comptes à la fin de l'année. On fera les comptes à la fin de l'année. Oui, mais c'est toujours un peu le problème. Un peu facile. Dans plein de pays de l'Union européenne, en particulier je crois en Espagne, ils ont mis en place cette taxation des super profits. Bon, Espagne, Italie, Royaume-Uni. Exactement. Donc vous avez plusieurs pays. Enfin, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais vous avez plusieurs pays qui sont quand même proches de la France qui ont mis en place ces mesures. Nous sommes dans un moment historique où c'est possible de le faire, et l'État pourrait prendre ces mesures qui seraient, je pense, utiles pour les finances publiques qui sont si chères à Monsieur le Maire. Ce qui est incroyable sur la question, c'est qu'on était quand même relativement tous d'accord. Vous le disiez, Sacha Houlier, Caroline Janvier, un certain nombre, vous personnellement, une partie des LR, la France Insoumise, le Rassemblement National. Moi, je ne crois pas du tout qu'à cette ristourne de Total, je vous dis en plus, ça n'aura aucun impact pour les Français. Il aurait mieux fallu obtenir des recettes supplémentaires et de les redistribuer parce que je crois malheureusement pas en cette redistribution laissée dans les mains de Total pour les Français, et notamment quand on sait, moi je le vois sur mon territoire, qu'il n'y a quasiment aucune station Total et qu'elles sont aujourd'hui 20 centimes plus chères que les stations-service des supermarchés. Mais la question, quelque chose, la crise n'est pas finie. Vous savez, on sait, nous, mais les gens le savent aussi, on est au début de la crise. Moi, je dis, on a déjà fait, on fait beaucoup, et c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler ensemble quand on peut. Moi, ma mère, elle me dit toujours, vaut mieux un sûr que deux, tu l'auras. Vaut mieux un sûr que deux, tu l'auras. Mais c'est vrai. Je me dis, faisons tout ce qu'on peut faire. On sait que la crise va durer. Enfin, la crise en Ukraine, regardez ce que vivent nos frères en Ukraine. Et on sait très bien que les répercussions... Si la crise va durer, à un moment, la question va peut-être se poser d'avoir un dispositif. Justement, un dispositif pérenne avec la baisse de la TVA. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que nous, on propose, et les Républicains semblent maintenant s'y associer et nous rejoindre, un dispositif pérenne qui permettrait de considérer, ce qui est le cas en ruralité, que l'essence, que le fait de se déplacer...
dispositif pérenne, mais peut-être globalement assez coûteux quand on regarde ce qu'aurait coûté un dispositif plus ciblé vers les personnes les plus précaires, qui roulent beaucoup, ce qui était le projet d'origine du gouvernement. Vous vous y êtes opposé, vous, au Rassemblement national, juste. Pourquoi? Et nous, on considère que tous les Français, notamment les classes moyennes, sont totalement oubliés du projet de loi pouvoir d'achat. Donc on ne voulait pas cibler, vous savez, tous les Français, moi je le vois en ruralité dans le Loiret, se déplacent, utilisent leur véhicule quotidiennement, les chefs d'entreprise, les taxis, les chauffeurs routiers. Il y a toute une partie de la population qui sont tributaires de ce coût. Donc il n'y a pas uniquement les classes moyennes, les personnes qui souffrent le plus. Alors il faut peut-être des dispositifs particuliers, on l'a vu, il y a eu la revalorisation assez importante des minima sociaux qui, pas à la hauteur de l'inflation, on sera d'accord avec M. Léaumont, et je préfère anticiper avant qu'il me reprenne, mais tous les Français ont des difficultés, et aujourd'hui je pense que ceux qui ont été le plus oubliés, c'est les classes moyennes, ceux qui payent toujours et qui n'ont droit à rien, et c'est pour ça qu'au moins cette égalité que pouvait y avoir, cette justice sociale avec une baisse qui touchait tout le monde de la TVA, ça aurait été une mesure bien plus... Antoine Léaumont, sur cette question-là du ciblage. Ouais, justement, avec la TVA, en réalité, on peut faire du ciblage. Alors, c'est un peu compliqué, mais la TVA est de base un impôt injuste parce qu'il touche tout le monde de la même manière, et en pourcentage du revenu, les personnes les plus pauvres participent davantage à cet impôt que les personnes les plus riches. Nous, justement, ce que nous avions proposé, c'est de faire un genre de ciblage, même si avec la TVA, c'est très compliqué, mais en mettant en place notamment une TVA grand luxe, c'est-à-dire une TVA avec un niveau très élevé pour les gens qui sont prêts à dépenser de l'argent dans les yachts, dans les jets privés, dans ce que vous voulez, pour ramener de l'argent dans les caisses de l'État par ceux qui ont les moyens, et à l'inverse, pour baisser la TVA, j'ai notamment défendu... Il n'y a pas un taux maximum de TVA au niveau européen, Il me semble, ouais. Oui, mais on peut quand même mettre en place cette TVA grand luxe qui soit renforcée sur ces produits de luxe. Mais par ailleurs, on peut aussi baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Nous avons notamment proposé de le faire sur l'eau dans le débat parlementaire. Apparemment, nous n'avons pas été entendus sur ce sujet-là. Et nous avions proposé aussi de rendre gratuits les premiers litres d'eau indispensables à la vie. Mais vous voyez, il y a plein de petites mesures qui auraient pu être mises en place sur le pouvoir d'achat, et pas seulement ça. Je voudrais juste dire un dernier truc sur il y a souvent une tendance sur la question de l'essence à opposer ruralité et quartier populaire. Moi, je viens d'un département qui est un département de grande couronne parisienne. Je peux vous dire que les gens, ils ont tout aussi besoin de l'essence pour se déplacer, que ce soit de Paris à l'Essonne ou à l'intérieur de l'Essonne en voiture, et que les mêmes problèmes sont rencontrés avec en plus des prix de l'essence qui sont souvent plus chers, parce qu'en région parisienne, ils sont souvent plus chers. Et donc, Total, on l'a dit, n'est pas présent de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire. Dans les territoires ruraux, les stations Total, personne ne va chez Total. Moi, je viens d'un département rural, l'Indre. Je peux vous dire que quand j'allais faire le plein de ma voiture, on va chez Carrefour, parce que c'est chez Carrefour que c'est le moins cher, ou chez Leclerc, enfin ça dépendait. Donc la ristourne de Total n'existera pas pour l'essentiel des gens, et c'est pour ça, vraiment, quand vous dites la ristourne de 50 centimes, je comprends, c'est des éléments de langage rectificatif. Ce sont des éléments. Et juste une chose sur ce thème pour passer à notre second thème. J'ai entendu quelque chose. Hier, c'est marrant, je discutais avec une amie qui travaille aux impôts, et je trouve qu'on est assez injuste avec les Français sur... les Français payent l'impôt. Hein. Le taux de consentement à l'impôt est l'un des plus forts. Donc la fraude fiscale, on fait toujours dire, oui, il faut faire attention à la fraude fiscale. Non, mais, non, mais il faut le dire de manière générale. Les Français... C'est pas les Français du quotidien qui font de la fraude et de l'évasion fiscale. Mais sur les 1 ou 2%... Oui, mais... Vous arrivez à mesurer quelque chose que vous ne connaissez pas? Mais bien sûr que oui, parce qu'il y a un poste de fonctionnaire qui rapporte de l'argent. Or, ce poste de fonctionnaire, on a cessé d'en supprimer, c'est les contrôleurs fiscaux. Justement, si on veut vraiment lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, mais créons des postes de contrôleurs fiscaux pour aller courir après ceux qui ne paient pas leur dû. Bon, là, on rentre sur un autre débat. On va passer au second thème de ce débat, si vous voulez bien. Mais la France est l'un des pays les plus doués, mais vraiment les plus efficaces dans la collecte de l'impôt. Il y a encore du travail. Oui, bien sûr, la perfection n'existe pas. 80 milliards qui manquent chaque année, quand même, c'est l'équivalent du déficit de l'État. Et il y a la fraude sociale, les cartes vitales biométriques notamment. Bon, ce sera un thème pour une prochaine émission. On passe au second sujet de ce débrief des questions au gouvernement, l'épidémie de variole du singe qui semble s'accélérer en France et les moyens mis en œuvre pour y faire face, notamment en matière de vaccination. Pas moins de 3 questions ont été posées sur le sujet, notamment par Andy Kerbrat pour la France Insoumise. Écoutez la réponse apportée par Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, qui était lui-même au Sénat au même moment, d'où son absence dans l'hémicycle. Nous avons agi, et ce, très tôt. Les premières personnes contacts à risque ont été vaccinées dès le premier avis de la HAS le 24 mai. Par ailleurs, je voudrais insister sur le fait que nous sommes l'un des tout premiers pays, et vous auriez pu le dire, au monde, à avoir proposé une vaccination préventive et prise en charge totalement. En effet,
Saisie dès notre arrivée au ministère le 4 juillet dernier, la HAS a rendu dès le 8 juillet un avis proposant d'élargir le public éligible à la vaccination. Il s'agit des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes multipartenaires, des personnes trans multipartenaires, des personnes en situation de prostitution ou des professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. Nous avons immédiatement suivi cet avis puisque les premières vaccinations ont pu avoir lieu dès le 11 juillet. L'alerte de l'OMS date du 23 juillet, monsieur le député. À ce date, c'est bien 114 centres de vaccination qui sont ouverts et plus de 6100 personnes vaccinées. Alors, Agnès Firmin-Lebaudot se veut rassurante, Sabrina Agresti-Roubache. En même temps, elle n'a pas répondu de façon très précise à la question qui lui a été posée après par Philippe Juvin. De combien de doses de vaccins la France dispose-t-elle ? Pourquoi ne pas répondre à cette question ? Parce qu'à mon avis, on est en train de faire les comptes. On est en train de regarder si on peut valider. Si on sait pas. Oui, mais on est en train de valider probablement le vaccin américain avec les États-Unis et l'Angleterre. Alors, pareil, moi je repars toujours. Vous savez, moi je suis dans la vraie vie. Je suis pas que dans l'hémicycle. Je vois l'ampleur de cette maladie avec les États-Unis donc et le Royaume-Uni. Nous sommes les premiers à avoir fait la vaccination préventive. 100 centres d'ouverts, 12 en cours d'ouverture. À Paris aujourd'hui, un grand centre de vaccination ouvert. C'est une maladie. Alors j'ai un ami qui est tombé malade. Je la souhaite pas à mon pire ennemi. C'est très douloureux. Ça ne met pas en danger la vie des personnes, mais c'est donc très... il faut recouvrir les lésions cutanées. Et moi, ça me fait penser bizarrement à l'épidémie de sida quand elle est arrivée. Et je me dis, il faut aussi dire les choses. De quel point de vue ? Puisqu'on connaît la communauté la plus touchée, puisqu'on a écouté les associations. Ce qu'on a dit sur le sida, c'est que pendant longtemps, on n'est pas occupé parce que ça concernait la communauté homosexuelle. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je vous laisserai. Non, les temps ont changé. On est en 2022. On est à l'heure du mariage pour tous. On peut pas dire que. On a quand même mis plus de temps à s'en occuper. Mais parce que la maladie n'est pas mortelle. Rappelez-vous le Covid. Moi, j'ai eu le Covid. Non, mais rappelez-vous le Covid. Les gens mouraient dans les hôpitaux par terre en Italie. L'Italie, c'est à 2 heures de Marseille, ou à 3 heures. Donc, non. Et ce que je crois, c'est qu'il faut revenir quand même sur les moyens de prévention. Donc, le préservatif, le safer sex. Vraiment. Moi, je dis, il faut revenir aux fondamentaux. On connaît le moyen de transmission de cette maladie. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire on se protège. On connaît, c'est 94% donc de la population LGBT qui est touchée et 74% de personnes qui sont multipartenaires. Donc, on revient aux fondamentaux sur la protection. Donc, pour se protéger de la maladie avec des préservatifs. Vous l'avez entendu ce discours dans l'hémicycle de la part du gouvernement ? Moi, je l'ai pas dit dans l'hémicycle. Moi, vous l'avez entendu ? Non, mais je pense qu'il faut le dire. Il faut revenir quand même à la médecine de base. Oui, mais... on sait qu'on a un vaccin en prévention. Enfin, on peut pas dire qu'on a laissé de côté ce problème. Non. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça se transmet aussi par la salive, par exemple. La salive, oui, bien sûr. Par le contact avec les plaies. On ne va pas dire aux homosexuels d'arrêter de s'embrasser ou de mettre des préservatifs sur la bouche. Donc, non, mais on sait qu'aussi que le... je vous réponds. Vous n'êtes pas pour un discours de prévention en mode protégez-vous dans vos rapports. Bien sûr que si, mais sauf que ce qu'il faut faire, c'est effectivement une politique de vaccination, d'autant que sur la variole, c'est précisément la maladie que nous avons réussi à vaincre par le vaccin. Peu de gens le savent, mais en réalité, il y a eu un plan mondial de vaccination contre la variole lancé en 1958 par l'OMS sur proposition de l'URSS, à laquelle s'est joint ensuite les États-Unis d'Amérique. Et ce plan a permis d'éradiquer la variole totalement dans les années 70. Si bien qu'il ne restait comme virus de la variole que les virus conservés par les États-Unis et la Russie pour des questions militaires, alors même que pour faire face à une éventuelle attaque terroriste avec la variole. Tout le monde demande justement à ces pays de supprimer leur dernière réserve de variole. Bon, là, il y a une résurgence de cette variole. Il faut voir aussi d'où elle vient. C'est une zoonose. Elle s'appelle variole du singe. Une zoonose, c'est une maladie qui peut passer des animaux aux êtres humains, et il va y en avoir de plus en plus avec le changement climatique, puisqu'on réduit l'espace de vie des animaux et on rapproche les animaux des êtres humains. Donc il y a de plus en plus de risques qu'on développe des zoonoses. Sur la variole, on sait qu'on a un
vaccin qui est efficace, qui existe depuis des années. Le mot même de vaccination vient du terme vaccine, qui était la variole des bovins qu'on inoculait aux êtres humains pour les protéger contre la variole. Donc on connaît cette vaccination depuis plusieurs siècles maintenant. Et on a des outils qui sont efficaces, mais problème, on manque de doses. Il y a un secret défense sur les doses de variole. Mais est-ce qu'on manque de doses ou est-ce qu'il y a un secret défense? En fait, ça n'a pas été clarifié dans les réponses d'Agnès Firmin-Le Bodo, parce qu'il y a cette question, effectivement, de faire face à une éventuelle attaque terroriste, de ne pas dévoiler les moyens de riposte. On pourrait demander à des entreprises françaises, notamment Sanofi, de produire en masse ces doses de vaccins, pas seulement pour nous, parce que nous pourrions aussi venir en aide aux pays qui en ont besoin. Je rappelle que cette variole du singe fait des ravages particulièrement en Afrique. Oui. Nous pourrions venir en aide aux pays africains, comme l'ont fait l'URSS et les États-Unis dans les années 60 et 70. Mais Thomas Ménager. Sur cette variole du singe, je pense que déjà on n'est pas scientifique, donc moi je vais pas m'inventer scientifique. On a vu ça pendant 2 ans, c'est-à-dire tous les politiques qui pensaient connaître mieux que les médecins ce qu'il en était, et les médecins savaient parfois pas et ne l'avouaient pas non plus. Moi je pense qu'il y a 2 écueils à éviter. Un, c'est tout d'abord de céder à une panique générale et d'inquiéter, stresser les Français qui sortent tout doucement du Covid, qui commencent un peu à revivre avec une maladie qui est grave, l'OMS l'a dit. Pas de panique, mais en même temps l'OMS a déclenché l'alerte maximale et il ne le fait pas tous les jours. Comme ça a été dit par ma collègue, il faut préparer, il faut être sérieux sur la question, mais on n'est pas dans la même situation pour le moment, d'après ce que je lis, mais je ne suis pas scientifique encore une fois, que sur la question du Covid. Après, je suis quand même très inquiet que la ministre soit pas capable de nous répondre sur le nombre de doses, sans clarifier les raisons pour lesquelles elle n'est pas capable. Est-ce qu'on va être dans la même situation que pour le Covid, où ça va être McKinsey ou un autre cabinet qui est en train de travailler parce qu'on ne sait pas, et la situation de la France est une sorte de... Non mais c'est des collègues avec qui je me marre tout le temps. Non mais attendez, c'est quand même inquiétant. On se pose la question si on est vraiment dans une phase de tiers-mondisation, c'est-à-dire que la France est incapable de répondre. Excusez-moi, ça vous fait rire, mais c'est une réalité. Il y a des cabinets de conseil qui ont été mandatés pour savoir le nombre de masques. Vous mettez McKinsey au milieu d'un sujet. Mais parce que c'est la vérité, madame. C'est la vérité. Il y a eu les cabinets de conseil qui ont été là pour épauler la France, qui n'étaient pas en capacité de savoir le nombre de masques. Vous oubliez toujours, je vous répondais pendant que notre collègue Antoine vous faisait des grands signes. Enfin, on oublie tous quand même qu'on est en France. Enfin, on est un grand pays. On a toujours fait face, on fera face. On a fait face pendant le Covid, madame. Vous ne pouvez pas dire qu'on a fait face pendant le Covid. On n'a pas vacciné les gens. Mais attendez, vous imaginez tout ce qui a été... les gens ne voulaient pas se faire vacciner. Vous connaissez le taux de vaccination même chez les enfants. Moi, je suis une maman qui a fait vacciner ma fille, elle a 12 ans, elle a eu les 2 doses. Mais vous vous souvenez quand il y avait des gens dans tous les couloirs qui attendaient dehors, mais comme de partout dans le monde, comme de partout dans le monde. Sauf que les gens ne mouraient pas. Les gens ne mourraient pas dans les couloirs. Donc j'étais à l'hôpital. On va revenir sur le thème de la variole du singe. Ajouter un petit élément sur la variole du singe et la vaccination, pour que les Français comprennent bien aussi pourquoi c'est compliqué. Je veux bien admettre que ce soit compliqué à gérer comme situation, mais parce qu'on a pris du retard. Pour avoir une vaccination complète, il faut une vaccination en 2 étapes espacées d'1 mois, et c'est au bout de 2 semaines que, après la 2e dose, on est protégé. Donc total égale 6 semaines, 1 mois et demi. Quoi. Sachant que Philippe Juvin a dit qu'il avait essayé de prendre rendez-vous et qu'on lui avait donné rendez-vous pour 3 à 4 semaines aujourd'hui. C'est ça. Donc il y a en plus, vous avez raison, il y a en plus un problème parce que la vaccination Covid a été organisée avec Doctolib et que là, ça n'est pas mis en place. Et c'est justement aussi pour ça que les personnes LGBT disent que parce que c'est un problème qui concerne d'abord les personnes LGBT, il est traité moins rapidement que le Covid. Et ça, il faut entendre la colère des personnes LGBT. Mais simplement pour donc venir au bout de cette question, on estime que pour vacciner la population cible dans la fin septembre, je crois, il faudrait faire 2000 vaccinations par jour. On n'en est pas là. Et là, pour le coup, c'est pas une question d'obligation vaccinale, de je ne sais quoi. Ce sont des populations qui sont demandeuses de cette vaccination précisément. On n'a pas besoin de convaincre, mais le fait qu'il y ait... Précisément pour pouvoir se protéger. Donc, justement, il faudrait avancer assez vite sur cette question parce que on n'est pas à l'abri non plus d'une mutation de cette variole du singe qui devienne encore plus grave, qui devienne par exemple mortelle, qui se transmette d'une manière différente, qui puisse se transmettre de la même manière que le Covid. Bref, c'est une maladie qui peut muter, qui peut devenir plus dangereuse, qui peut devenir plus virale. Et donc, il faut agir maintenant. Il faut, voilà. Non, mais il faut agir maintenant pour essayer de... Mais je trouve que, enfin, en tout cas, François Braun, notre ministre, a mis quand même les moyens. 100 centres de vaccination en quelques semaines, 12 qui ouvrent. Aujourd'hui, à Paris, je disais, le centre à grande échelle. Donc, on peut pas faire comme si nous, on était un pays en voie de développement. On est en France, on a quand même pris la mesure en même temps, même avant que l'OMS déclenche
comme vous disiez, l'alerte l'urgence, maximale, bien sûr, on a su le faire. Enfin, qu'on ait eu un temps de retard parce que le temps de faire les diagnostics, les tests, enfin, n'oubliez pas, oui, vous savez, on a toujours. Et voilà, il faut faire les tests, on sait très bien. Et maintenant, vous avez vu que quand même la direction générale a accepté, que les tests soient pris en charge, remboursés. Enfin, donc on est quand même dans un schéma français, mais hyper protecteur. Honnêtement, vous avez raison. Moi, je pense qu'il faut pas. On sort du Covid, on prend les mesures qu'il faut. L'État l'a fait, on continuera. Enfin, il faut aller plus loin. Par contre, il faut très vite, parce qu'on va passer à notre dernier thème. Très rapidement, mais je veux pas être inutilement en charge contre la majorité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a maintenant une prise de conscience qui est générale, et donc maintenant, il faut avancer vite et le faire il faut le faire, y compris en écoutant l'opposition, ce qui n'a pas été toujours fait dans le Covid. Allez, pour conclure, j'aimerais qu'on revienne sur cette image qu'on a vue tout à l'heure, juste avant la séance de questions au gouvernement. Vous voyez dans les jardins de l'Assemblée, ces femmes députées insoumises qui arborent une cravate. C'est en réponse à l'interpellation du député LR, Éric Ciotti, qui se plaint de la tenue de certains députés de l'opposition, notamment Éric Ciotti qui réclame le retour de la cravate obligatoire dans l'hémicycle. Elsa Mondingava, vous êtes avec l'une des députées insoumises cravatées, en l'occurrence Clémentine Autain. Oui, vous l'avez pris au mot, Éric Ciotti. Vous portez fièrement cet accessoire, la cravate. Le vêtement dans l'Assemblée, c'est pas un débat accessoire, d'après vous? Absolument pas. C'est un débat qui amène au fond, puisque M. Ciotti, quand il fait la proposition de changer le règlement intérieur pour obliger au port de la cravate pour les députés dans l'hémicycle, c'est une façon de rappeler à l'ordre des sexes, puisque les femmes sont de fait exclues de cette norme qu'il veut imposer. Et c'est assez logique dans l'imaginaire réactionnaire de M. Ciotti et de ses amis. Et donc on a voulu faire aujourd'hui un pied de nez pour d'abord répliquer à la proposition réactionnaire de M. Ciotti, mais également pour interpeller sur le sexisme que nous ressentons ici dans l'hémicycle depuis le début de cette législature. Alors Éric Ciotti et d'autres parfois, ça concernait plutôt les hommes de votre groupe, en disant que certains n'étaient pas assez bien habillés. Est-ce que vous pensez que dans l'hémicycle, on doit avoir un costume cravate? Quelle tenue doit-on avoir? Quelle est la tenue appropriée? Mais qu'est-ce qui est être bien habillé? Moi, je n'ai pas le sentiment que mes collègues masculins soient mal habillés. Ils ne sont pas habillés du goût de M. Ciotti, certes, mais vous savez, le bon goût, c'est, comme un certain nombre de sociologues, et notamment M. Bourdieu l'avait fort bien expliqué, c'est souvent le goût de la bourgeoisie. Voilà. Et donc il y a du mépris de classe également dans les propos qui ont été tenus par un certain nombre de députés de droite. C'est qu'au fond, ils ne supportent pas la façon dont nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est aussi cette diversité populaire qui est là dans l'hémicycle et qui doit avoir droit de citer pleinement. Et c'est ça la démocratie. Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir accepté notre interview et d'être venue évidemment avec votre cravate. Merci à vous, Elsa Mondingava. Thomas Ménager, comment vous vous positionnez dans ce débat? La tenue vestimentaire de certains députés pose problème aujourd'hui, vous je considère que la position de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, est la bonne. C'est-à-dire que c'est aux élus de savoir dans quelle manière ils doivent s'habiller pour être respectueux de la position qui est à leur et de la confiance qui leur a été donnée. Elle dit qu'il y a un devoir d'exemplarité et de dignité de la part des élus, mais il n'y a pas de tenue imposée. Il y a une tenue de ville. Très clairement. Mais aujourd'hui, on a vu malheureusement un certain nombre de nos collègues qui n'étaient pas à la hauteur des fonctions. Et moi, on me l'a dit dans mon territoire, que ça devenait n'importe quoi, en fait, l'Assemblée nationale. Vous avez des réactions j'ai des réactions très, très violentes dans mon territoire, notamment sur une partie de la NUPES, qui, les premiers jours, s'est pas habillée à la hauteur des fonctions qui sont les leurs. Et ça dégoûte aussi les Français qui s'abstiennent de plus en plus, en disant on fait confiance à des gens qui ne respectent pas la position. Très vite. Et juste pour répondre à Madame Clémentine Autain, il faut arrêter de voir du machisme n'importe où. C'est absolument pas ça. Il faut vraiment que les LFI arrêtent. Ce ne sont pas des intervenants du spectacle, ce sont des députés. Et Antoine Léaumont, une réponse. Non, sur le machisme, c'est en particulier par les gestes qui sont faits par certains de nos collègues dans l'Assemblée quand nos collègues femmes s'expriment. Maintenant, très rapidement, Clémentine Autain a bien expliqué la partie féministe de l'histoire de cette campagne donc avec les cravates. J'aimerais revenir sur deux choses. D'abord, il y a une forme de mépris de classe dans les propos de M. Ciotti, parce que oui, nos députés ne sont pas des députés qui avaient les moyens de s'acheter des vêtements qui coûtent une fortune. Et j'aimerais dire à M. Ciotti
Ciotti depuis votre micro que les Français préfèrent avoir des gens qui sont présents dans l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas son cas, plutôt que des gens qui se payent des costumes à 30 000. Le mot de la fin, mais vraiment très court. Très court. Moi, je pense qu'il faut venir comme on se sent bien, dans la mesure où la tenue est décente. Comme as you are, on finit en anglais, step by step, comme as you are. C'est pas mal. Parfait. Non, et je suis sur la position de Yael, et puis regardez, notre collègue est très élégant, ils sont très élégants, on peut être très élégant, en étant tout à fait normaux, sans excès. Voilà, donc, merci beaucoup. Tant que nous restons élégants. Merci à tous d'être venus débattre sur le plateau d'LCP. Merci également à Elsa Mondin-Gavin et Stéphanie Despierres qui étaient au plus près des députés, celle des 4 colonnes. Rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles questions au gouvernement sur LCP. Bonne fin d'après-midi à tous.